Ma famille m'a maintenue enceinte dès l'âge de 16 ans pour toucher les chèques de l'aide sociale. J'ai 5 enfants. La première fois que je suis tombée enceinte, j'avais 6 ans et je croyais encore ma mère quand elle disait que c'était un accident. Elle contrôlait mes pilules contraceptives depuis mes 15 ans. Le petit poudrier rose posé sur le comptoir de la salle de bain, à côté de son maquillage. Je me souviens de son visage quand le test de grossesse s'est révélé positif, la façon dont ses yeux se sont éclairés avant qu'elle ne feigne l'inquiétude. Elle m'a serré fort dans ses bras et a dit : « Nous allons traverser ça ensemble. La famille prend soin de la famille. » J'ai pleuré sur son épaule, terrifiée à l'idée de le dire à mon petit ami Damian, de ne pas finir le lycée, de tout. Maman me caressait les cheveux et me disait de ne pas m'inquiéter pour l'argent. Elle savait exactement quelles prestations nous pouvions demander. Elle avait déjà préparé les papiers l'après-midi même. Je n'ai pas trouvé étrange qu'elle soit si préparée. Maman avait toujours été organisée, prévoyante. Elle m'a aidée à remplir les formulaires pour le WIC, pour les bons alimentaires, pour l'assurance maladie de grossesse. Elle m'a conduite à chaque rendez-vous et s'est assise dans la salle d'attente, chronométrant la durée de chaque visite. Quand l'assistante sociale a demandé si j'avais du soutien à la maison, maman est intervenue avant que je ne puisse répondre, expliquant comment elle élèverait le bébé avec moi, à quel point nous étions une famille soudée. L'assistante sociale a souri et a tout approuvé. J'ai donné naissance à ma fille, Mélodie, 3 jours après mon 17e anniversaire. Elle était parfaite, avec de minuscules doigts qui serraient les miens et des yeux sombres qui semblaient tout voir. Je l'ai aimée instantanément, complètement. D'une manière qui m'effrayait par son intensité, maman a pris les choses en main, me montrant comment demander l'aide pour la garde d'enfants, comment maximiser nos prestations, comment structurer les revenus de notre foyer pour obtenir le plus d'aide possible. 6 mois après la naissance de Mélodie, j'ai réalisé que mes pilules contraceptives semblaient différentes. Le boîtier était le même, mais quand je tenais les pilules à la lumière, elles semblaient légèrement modifiées. J'en ai parlé à maman et elle m'a dit que la pharmacie avait dû changer de générique. C'était logique. Tout était logique quand maman l'expliquait. 2 mois plus tard, j'étais de nouveau enceinte. Cette fois, j'avais 18 ans. J'étais légalement adulte et la panique était différente, plus vive. Damian était parti après la naissance de Mélodie. Il ne pouvait pas assumer la responsabilité et je me retrouvais seule avec un bébé et un autre en route. Maman m'a installée à la table de la cuisine et m'a expliqué très soigneusement que c'était en fait une bonne nouvelle. 2 enfants signifiaient plus d'aide, plus de bons alimentaires, une allocation logement plus importante. Nous pourrions déménager dans un meilleur appartement. Mélodie aurait un frère ou une sœur. Tout s'arrangerait si je lui faisais confiance. Je voulais la croire parce que l'alternative être piégée était trop terrifiante à envisager. Mon fils, River, est né quand j'avais 19 ans. À ce moment-là, j'avais abandonné l'université communautaire après un seul semestre. S'occuper de Mélodie tout en étant enceinte avait été impossible. Et maman disait que l'éducation pouvait attendre. Les prestations étaient plus importantes pour le moment. Elle avait pris en charge la gestion de toutes nos finances, encaissant les chèques d'aide, payant les factures. Je signais tout ce qu'elle mettait devant moi, trop épuisée par les tétées nocturnes et les changements de couches pour lire les petits caractères. Quand River a eu 4 mois, j'ai mentionné à maman que je voulais me faire poser un stérilet, quelque chose qu'elle ne pourrait pas altérer. Son visage est devenu froid d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Elle a dit que si je faisais ça, elle me mettrait à la porte. Pas de toit, pas d'aide, juste moi et 2 bébés à la rue. Est-ce que je voulais vraiment ça? J'ai reculé immédiatement, me détestant pour ma lâcheté, mais ne sachant que faire d'autre. Le schéma est devenu clair avec ma 3e grossesse. J'avais 20 ans, et cette fois, je savais que maman avait changé mes pilules. Je les avais marquées secrètement, et elles étaient définitivement remplacées. Quand je l'ai confrontée, elle n'a même pas nié.
Elle s'est assise en face de moi dans notre salon exigu, Mélodie jouant avec des blocs à nos pieds, River faisant la sieste dans son berceau, et elle m'a dit la vérité avec un calme absolu. Cela a toujours été le plan, a-t-elle déclaré. Sa propre mère lui avait fait la même chose. L'avait élevée pour produire des enfants afin de toucher les aides sociales. C'était une tradition familiale, une stratégie de survie, la seule façon pour des gens comme nous de s'en sortir. Elle-même avait eu 5 grossesses avant que son corps ne lâche. C'était maintenant mon tour de contribuer. La façon dont elle l'a dit, si naturellement, m'a donné l'impression que c'était moi la folle d'être bouleversée. Elle m'a rappelé que je n'avais nulle part où aller. Aucune compétence professionnelle. Pas d'argent à moi. Tout était à son nom. J'étais complètement dépendante. J'ai accouché de ma fille, Sage, quand j'avais 21 ans. Le travail a été plus difficile cette fois-ci, mon corps étant déjà fatigué par les grossesses successives. Maman était là dans la salle d'accouchement, non pas pour me tenir la main ou me réconforter, mais pour surveiller les moniteurs et prendre des notes. Juste après, elle a immédiatement déposé les documents pour l'augmentation des prestations. En une semaine, elle avait calculé exactement ce que Sage valait pour notre foyer en détaillant les montants d'aide mensuelle. Je l'ai entendue au téléphone avec ma tante Lucille, se vantant de notre flux de revenus maximisé. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a commencé à se briser. Pas une cassure nette, mais une fissure lente qui s'est propagée à travers tout ce que je pensais savoir sur ma famille et ma vie. J'ai regardé mes 3 enfants, ces magnifiques êtres humains que j'avais mis au monde, et j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas des enfants pour ma mère. Ils étaient des sources de revenus, et moi aussi. J'ai essayé de m'enfuir quand Sage avait 6 mois. J'ai préparé un sac à langer avec des vêtements et du lait. J'ai attaché mes 3 enfants dans la vieille poussette et je suis arrivée à la gare routière. J'avais 87 $ que j'avais cachés des cartes d'anniversaire et trouvés dans des poches de manteau. La femme au guichet m'a demandé où j'allais et j'ai réalisé que je n'avais pas de réponse, pas de destination, pas de plan, aucun endroit qui accepterait une jeune femme de 21 ans avec 3 enfants de moins de 4 ans et aucune ressource. Je suis restée là à pleurer pendant que Mélodie tirait sur mon t-shirt et que River commençait à hurler. Un agent de sécurité a demandé si j'avais besoin d'aide, et j'ai paniqué, terrifiée à l'idée qu'il appelle les services de protection de l'enfance. Je suis rentrée à la maison. Maman attendait à la porte. Elle n'a pas crié, ni puni. Elle a juste pris mon pathétique tas d'argent et a dit que nous allions oublier ce qui s'était passé. Puis elle m'a dit que nous devions parler de la grossesse numéro 4. Mon 4e enfant, un fils que j'ai nommé Ocean, est né quand j'avais 22 ans. Cette grossesse a été la plus dure physiquement. J'ai développé un diabète gestationnel et de l'hypertension artérielle. Le médecin m'a averti que des grossesses répétées étaient dangereuses, que je devais les espacer, que mon corps avait besoin de temps pour récupérer. Maman a assisté à ce rendez-vous et a hoché la tête, d'accord avec tout. Puis elle m'a ramenée à la maison et m'a dit que le médecin ne comprenait pas notre situation, nos besoins, notre famille. Elle a augmenté mes vitamines prénatales et s'est assurée que je mangeais assez. Pas parce qu'elle se souciait de ma santé, mais parce qu'une grossesse saine signifiait un enfant en bonne santé éligible aux prestations. J'avais l'impression d'être du bétail entretenu pour la production. La naissance d'Ocean m'a laissé des complications qui, selon les médecins, rendraient les futures grossesses à haut risque. Maman m'a emmené voir 3 médecins différents jusqu'à ce qu'elle en trouve un qui m'autorise une autre grossesse dans les 6 mois. J'étais enceinte de mon 5e enfant, ma fille Willow, à 23 ans, quand j'ai rencontré Teresa. Elle était infirmière au bureau du WIC, nouvelle dans la région, et elle a regardé mon dossier avec confusion au lieu de l'indifférence habituelle. Elle m'a prise à part pendant mon rendez-vous et a demandé très prudemment si tout allait bien à la maison. J'ai ouvert la bouche pour donner ma réponse répétée sur la chance que j'avais, sur le soutien de ma mère. Mais quelque chose dans l'expression de Teresa a fait que les mensonges sont restés bloqués dans ma gorge. Au lieu de cela, j'ai commencé à pleurer. Pas des larmes silencieuses,
mais d'énormes sanglots qui me faisaient trembler. Teresa a fermé la porte et m'a laissé m'effondrer. Sans me toucher ni m'offrir de confort vide, elle était juste présente. Quand j'ai enfin pu respirer, elle a posé une question qui a tout changé. Elle a demandé si GE voulait être enceinte. Pas si j'aimais mes enfants, pas si je m'en sortais, mais si je voulais réellement cette grossesse et toutes les autres. La réponse était si simple et si dévastatrice. Non, Teresa n'a pas appelé la police ou les services sociaux ce jour-là. Elle a fait quelque chose de plus intelligent. Elle a commencé à tout documenter, construisant un dossier lentement et soigneusement. Elle m'a donné son numéro de portable personnel et m'a dit de lui envoyer un message n'importe quand pour n'importe quoi que je remarquais, n'importe quoi qui me semblait anormal. Elle m'a expliqué que ce que ma mère faisait portait un nom, la coercition reproductive. C'était de la maltraitance. C'était illégal. Et il y avait des gens qui pouvaient m'aider. Mais je devais être prête à me battre. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'ai regardé mes 4 enfants, bientôt 5, et j'ai ressenti tout le poids de ce que ma mère m'avait volé. Pas seulement mon corps et ma liberté, mais ma capacité à être la mère que ces enfants méritaient. J'étais si épuisée, si vidée, que je pouvais à peine me souvenir de leurs aliments préférés ou de la dernière fois où j'avais joué avec eux au lieu de simplement survivre. J'ai envoyé un SMS à Teresa. Je suis prête, aide-moi. Le plan a pris des mois à se développer. Teresa m'a mise en contact avec une assistante sociale nommée Patricia, qui se spécialisait dans les cas d'exploitation familiale. Patricia m'a expliqué que ma situation était plus courante qu'on ne le pensait. Des familles piégeant des jeunes femmes dans des cycles de grossesse pour maximiser les aides gouvernementales. Le terme juridique était fraude aux prestations sociales, mais c'était aussi de la traite d'êtres humains, de l'abus reproductif et de l'exploitation financière. Ils avaient besoin de documentation, d'enregistrement, de preuves qui tiendraient devant un tribunal. Patricia m'a procuré un téléphone avec une application d'enregistrement secrète. Pendant 3 mois, j'ai tout documenté. Maman discutant des montants des prestations, calculant combien chaque grossesse rapportait, parlant à tante Lucille de leur système. J'ai enregistré maman changeant mes pilules contraceptives, m'empêchant d'aller au rendez-vous seule, me menaçant de me prendre mes enfants si je ne m'exécutais pas. Chaque preuve me donnait l'impression de trahir ma propre mère. Mais je continuais à penser à Melody, Sage, River et Ocean. Si je ne brisais pas ce cycle, maman finirait par faire la même chose à mes filles. Willow est née quand j'avais 24 ans. Je rassemblais des preuves depuis 4 mois et Patricia a dit que nous en avions presque assez. Mais l'accouchement a changé quelque chose de fondamental en moi. Le travail a été brutal. 36 heures qui m'ont laissé avec une hémorragie nécessitant une chirurgie d'urgence. Ils ont dû pratiquer une hystérectomie pour me sauver la vie. Je me suis réveillée en salle de réveil en sachant que je ne pourrais plus avoir d'enfant. Et l'émotion qui m'a frappée n'était pas le chagrin. C'était un soulagement si profond que j'ai commencé à rire, jusqu'à ce que les infirmières pensent que j'étais hystérique. Le visage de maman, quand ils lui ont parlé de l'hystérectomie, était la première fois que je la voyais sincèrement bouleversée depuis des années. Pas parce que sa fille avait failli mourir, mais parce que sa source de revenus avait été définitivement coupée. Elle l'a même dit à voix haute dans ma chambre d'hôpital. Comment sommes-nous censés nous débrouiller maintenant? C'est là que j'ai su que je devais agir immédiatement avant qu'elle ne trouve un autre moyen d'exploiter mes enfants ou qu'elle ne porte son attention sur Melody et Sage comme futurs cheptels de reproduction. J'ai appelé Patricia par téléphone depuis la salle de bain de l'hôpital pendant que maman pensait que je prenais ma douche. Elle est venue immédiatement avec la police et un superviseur des services de protection de l'enfance. Ils ont arrêté ma mère sur le parking de l'hôpital alors qu'elle partait déposer les papiers pour les allocations de Willow. Les charges étaient lourdes: fraude aux prestations sociales, maltraitance d'enfants, traite d'êtres humains, coercition reproductive, exploitation financière. Les preuves que j'avais rassemblées, combinées aux témoignages de Teresa et aux dossiers médicaux montrant le danger de mes grossesses consécutives, dressaient un portrait accablant. Maman ne s'est pas laissée faire.
Elle hurlait que j'étais une ingrate, qu'elle avait maintenu un toit sur nos têtes, que je serais sans abri sans elle. Elle a dit à la police que j'étais mentalement instable, que j'étais tombée enceinte à plusieurs reprises malgré ses avertissements. Elle a même prétendu que c'était moi qui l'escroquais. Les agents avaient déjà tout entendu. Ils lui ont lu ses droits et l'ont emmené. La période qui a suivi immédiatement fut le chaos. Les services sociaux ont placé mes 5 enfants en famille d'accueil d'urgence, le temps d'évaluer la situation. J'ai été autorisée à quitter l'hôpital, mais je n'avais nulle part où aller. Patricia a organisé mon séjour dans un refuge pour femmes spécialisées pour les survivantes de violences. La première nuit seule, sans la présence de maman ni les besoins de mes enfants, je ne savais pas quoi faire de moi-même. Je me suis assise sur le petit lit de camp et j'ai essayé de me rappeler qui j'étais avant les grossesses, avant que le plan de maman ne consume toute mon existence. J'avais 6 ans autrefois, je rêvais de devenir vétérinaire, j'avais des amis, des loisirs et un avenir. Cette fille me semble être quelqu'un dont j'avais lu l'histoire dans un livre, pas quelqu'un que j'avais réellement été. La douleur d'avoir perdu ces années m'a frappé plus fort que tout le reste. Je ne pourrais pas les récupérer. Aucun verdict de justice ne me rendrait mes 20 ans, mon éducation, ma chance de choisir la maternité selon mes propres termes. Le processus judiciaire a duré 8 mois. Maman a engagé un avocat coûteux en utilisant de l'argent dont j'ai appris plus tard qu'elle le détournait des comptes d'allocation depuis des années. Sa défense était qu'elle m'avait aidée, que j'étais une jeune femme troublée qui était tombée enceinte à plusieurs reprises malgré ses conseils, qu'elle avait sacrifié sa vie pour élever mes enfants. Son avocat m'a dépeinte comme instable, manipulatrice, une mauvaise mère qui essayait d'échapper à ses responsabilités. Les enregistrements ont été sa perte. L'entendre expliquer les calculs de prestations, discuter de l'espacement des grossesses pour un revenu maximum, me menacer de me prendre mes enfants si j'utilisais une contraception. Cela a détruit chacune de ces affirmations. Le jury a délibéré pendant 3 heures, coupable sur tous les chefs d'accusation. La déclaration du juge fut cinglante. Elle a qualifié ma mère de prédatrice qui avait utilisé sa propre fille comme une machine à reproduction pour le profit. La sentence fut de 12 ans. Et je n'ai rien ressenti en la voyant être emmenée. Ni satisfaction, ni chagrin. Juste un vide là où toutes ces années auraient dû se trouver. Récupérer mes enfants a été plus difficile que prévu. Les services sociaux exigeaient que je prouve la stabilité de mon logement, de mes revenus et ma santé psychologique. Je n'avais jamais eu de vrai travail. Je n'avais jamais fini le lycée. Je n'avais jamais vécu de manière indépendante. Le refuge m'a mise en relation avec un programme pour les survivants de la traite qui fournissait un logement de transition et une formation professionnelle. J'ai obtenu mon baccalauréat, GED, tout en enchaînant les audiences au tribunal et les visites supervisées avec mes enfants. Mélodie avait 7 ans maintenant, assez grande pour se souvenir de tout, assez grande pour demander pourquoi grand-mère était partie et pourquoi nous ne vivions plus ensemble. Je ne savais pas comment expliquer que grand-mère m'avait fait du mal sans que Mélodie ait l'impression que son existence même était la source de ce mal. Patricia m'a aidé à trouver un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux. Le docteur Okoye a travaillé avec moi 2 fois par semaine, démêlant les années de manipulation et m'aidant à comprendre que mes enfants n'étaient ni des outils, ni des punitions. Ils étaient des individus que je devais apprendre à élever correctement, et pas seulement à leur côté pour survivre. Le plus dur a été de réapprendre à être une mère plutôt qu'un simple réceptacle. Pendant des années, j'avais été en mode survie, nourrissant, changeant et gérant des enfants, tout en étant enceinte ou en convalescence. Je n'avais jamais eu l'énergie ou l'espace pour profiter d'eux, pour les voir comme des personnes avec des personnalités et des préférences. Maintenant, lors des visites supervisées, je regardais Mélodie lire à ses frères et sœurs et je réalisais que je ne savais pas quel livre elle aimait. River avait développé un bégaiement que je n'avais jamais remarqué. Sage était terrifiée par les bruits forts, probablement à cause du chaos de notre ancien appartement.
Ocean ne savait pas partager parce qu'il n'avait jamais eu assez d'attention pour se sentir en sécurité. Et Willow, ma plus jeune, ne me reconnaissait pas comme sa mère parce que j'avais été trop malade après sa naissance pour créer un lien avec elle. Les notes du travailleur social étaient brutales, mais justes. Ces enfants avaient été négligés malgré des soins physiques de base, parce que j'avais été trop traumatisée et vidée pour leur donner plus que le strict nécessaire pour survivre. 6 mois après la condamnation de maman, j'ai emménagé dans un petit appartement de 3 chambres grâce au programme de logement pour survivants. C'était propre et calme, dans un quartier où les enfants jouaient dehors, et j'avais l'impression de débarquer sur une planète étrangère. Le programme fournissait les meubles, les produits de base et un soutien continu. J'ai commencé à travailler dans une clinique vétérinaire comme réceptionniste, touchant enfin du doigt le rêve que j'avais abandonné à 16 ans. Mon patron, le docteur Kamura, connaissait ma situation et se montrait patient avec mes dates d'audience et mes rendez-vous thérapeutiques. L'argent était rare, couvrant à peine les danses même avec l'aide légitime à laquelle j'avais droit. Mais c'était le mien. Je l'avais gagné. Je ne dépendais plus des grossesses ou du contrôle de maman. Les enfants ont réintégré le foyer progressivement. Les visites supervisées sont devenues des nuitées, puis des week-ends. Nous avons dû apprendre à nous connaître comme des étrangers devenant une famille. Mélodie était en colère, se rebellait à l'école et testait les limites. Le bégaiement de River empirait avec le stress. Sage a développé une anxiété au moment des repas. Ocean faisait des cauchemars. Willow hurlait chaque fois que je quittais la pièce. Des choses normales, m'assurait le thérapeute. C'étaient des enfants traitant un traumatisme, non pas parce qu'ils étaient brisés, mais parce qu'ils guérissaient. Ma tante Lucille a été arrêtée 9 mois après maman. Il s'est avéré qu'elle dirigeait une opération similaire avec ses propres filles, et mon cas avait déclenché une enquête. 2 de mes cousines ont témoigné avec des histoires identiques à la mienne. Grossesse forcée, fraude aux prestations, contrôle total de la famille. Le réseau était plus vaste que ce que l'on pensait, s'étendant sur 3 États et impliquant au moins une douzaine de femmes piégées de la même manière. Le procureur m'a appelé à témoigner au procès de Lucille. Entrer dans cette salle d'audience et voir son visage si proche de celui de maman a fait trembler mes mains. Mais j'ai regardé le public où Patricia et Teresa étaient assises, où le docteur Okoye m'a adressé un signe de tête encourageant, et j'ai raconté mon histoire clairement. Lucie a été condamnée elle aussi. Ses filles ont récupéré leurs enfants et ont commencé le même lent processus de guérison que celui dans lequel je naviguais. Nous avons formé un groupe de soutien, nous réunissant mensuellement au centre communautaire. Le traumatisme partagé a créé un lien inattendu. Nous comprenions la honte, la colère et le chagrin les unes des autres d'une manière que personne d'autre ne pouvait comprendre. L'enquête financière a révélé que maman avait volé plus de 200 000 $ de prestations au fil des ans. L'argent qui était censé nourrir et habiller mes enfants avait été versé sur ses comptes privés. Elle prévoyait de prendre sa retraite avec, d'acheter une maison en Floride et de vivre confortablement de ce qu'elle nous avait volé. L'ordonnance de restitution signifiait qu'elle devrait rembourser, bien que le procureur ait admis que je n'en verrais probablement jamais la majeure partie. La justice symbolique comptait plus que l'argent. La reconnaissance officielle que ce qu'elle avait fait n'était ni une affaire de famille, ni une tradition culturelle, ni une stratégie de survie. C'était un crime pur et simple. Mes enfants ont eu droit à une indemnisation des victimes. De l'argent mis de côté sur des comptes bloqués auxquels ils pourraient accéder à 18 ans. Cela n'effacerait pas le traumatisme, mais cela leur donnerait des opportunités éducatives que je n'ai jamais eues. Savoir que quelque chose de bon sortirait de cette horreur m'aidait à dormir la nuit. 18 mois après avoir récupéré mes enfants, nous avons franchi notre première véritable étape. Mélodie a été inscrite au tableau d'honneur, sa colère se canalisant vers la réussite scolaire. Le bégaiement de River s'est estompé au fur et à mesure qu'il avançait dans son orthophonie. Sage a rejoint un cours de cuisine pour enfants.
et a appris que la nourriture pouvait être un plaisir, pas une source d'anxiété. Ocean a commencé la maternelle et s'est fait des amis, apprenant à partager et à faire confiance. Willow m'a appelée maman pour la première fois et le pensait vraiment, pas seulement en répétant un mot, mais en comprenant le lien. Je les ai emmenés au zoo un samedi. Une décision spontanée qui aurait été impossible auparavant. En les regardant courir entre les enclos, riant et montrant les animaux, j'ai pleuré derrière mes lunettes de soleil. Pas de tristesse, mais par la réalisation écrasante que nous allions nous en sortir. Pas parfaitement, pas sans séquelles, mais nous allions nous en sortir. Nous construisions quelque chose de réel, une famille basée sur le choix et l'amour au lieu de l'exploitation et du contrôle. Mon témoignage a aidé à changer la loi de l'État. Le procureur avait fait pression pour une législation traitant de la coercition reproductive et de la fraude aux prestations dans les systèmes familiaux. Mon cas, combiné à ceux de mes cousines, a fourni les preuves nécessaires. La nouvelle loi exigeait une surveillance supplémentaire pour les demandes de prestations provenant d'un même foyer avec plusieurs enfants nés de jeunes mères. Les travailleurs sociaux ont reçu une formation pour reconnaître les signes d'abus reproductifs. Des protocoles de signalement obligatoires ont été établis. Cela ne permettrait pas de détecter tous les cas, mais cela aiderait. Quand la gouverneure a signé le projet de loi, elle m'a invitée à la cérémonie. Je me tenais derrière elle avec mes enfants, Mélodie portant Willow, River et Ocean, flanquant Sage, et j'ai pensé à la jeune fille de 6 ans qui avait cru sa mère quand elle disait que cette première grossesse était un accident. J'aurais aimé pouvoir retourner en arrière et lui dire la vérité, mais je savais aussi qu'elle ne m'aurait pas cru. Parfois, il faut traverser l'enfer pour le reconnaître tel qu'il est. Le docteur Kamura m'a promue assistante vétérinaire après 2 ans. Elle m'avait aidée à réviser pour l'examen de certification, me prêtant des livres et me laissant observer les interventions. J'ai réussi à ma 3e tentative. Pas brillamment, mais j'ai réussi. Et l'augmentation de salaire a permis de déménager dans un appartement plus grand, de 4 chambres, pour que les enfants ne soient pas si serrés, un petit jardin où Ocean a planté des tomates et Sage a fait pousser des herbes aromatiques. Le quartier avait de bonnes écoles et une bibliothèque à distance de marche. Mélodie a commencé à parler d'université, demandant ce qu'il fallait pour devenir avocate. River voulait être un enseignant qui aide les enfants qui bégayent. Sage rêvait de posséder un restaurant. Ocean voulait être un scientifique. Willow était trop jeune pour des projets de carrière, mais elle adorait les animaux comme moi. C'étaient des enfants avec un avenir, des possibilités, des choix, tout ce que maman avait essayé de leur nier. J'ai vu maman une fois après sa condamnation, 3 ans après le début de sa peine. Elle avait demandé une rencontre par l'intermédiaire de son avocat, affirmant qu'elle voulait s'excuser. Patricia m'avait déconseillé d'y aller, mais j'avais besoin d'entendre ce qu'elle dirait. La salle de visite de la prison était exactement comme dans les films. Grise, déprimante, sentant le nettoyant industriel et le désespoir. Maman paraissait plus vieille, plus mince, ses cheveux étaient complètement gris, elle s'est assise en face de moi et a commencé par « J'ai fait ce que je devais faire pour que nous survivions. Je me suis levée immédiatement. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste encore des prétextes. Je lui ai dit qu'elle avait 5 petits-enfants qui ne la connaîtraient jamais, qui grandiraient en comprenant que certaines personnes utilisent l'amour comme une arme et la famille comme une excuse pour l'abus. J'ai dit que je lui pardonnais, pas pour elle, mais pour moi, parce que porter la haine était épuisant et que j'avais de meilleures choses à faire avec mon énergie. Puis je suis sortie, je n'y suis jamais retournée. Le groupe de soutien s'est étendu au-delà des premières cousines. La nouvelle s'est répandue via les services sociaux au sujet de nos réunions, et d'autres survivantes nous ont contacté des femmes qui avaient été piégées dans des situations similaires par des mères, des partenaires ou des communautés entières. Nous partagions des stratégies de guérison, des ressources pour l'aide juridique et le simple réconfort de ne pas être seul. Certaines réunions étaient lourdes d'un chagrin partagé, d'autres étaient des célébrations de petites victoires, emplois obtenus,
diplôme décroché, enfants s'épanouissant. Nous avons créé un petit fonds pour aider les survivantes avec des logements d'urgence ou des frais de justice. L'argent provenait de dons et de collectes, de petites sommes qui faisaient d'énormes différences. Une femme s'est échappée avec ses enfants en utilisant notre fonds pour payer un billet de bus et le premier mois de loyer. Une autre a engagé un avocat pour se battre pour la garde. Les ondes de choc de la rupture de nos propres cycles se sont propagées vers l'extérieur, aidant les autres à briser les leurs. Mélodie a eu 16 ans le mois dernier, l'âge que j'avais, quand tout a commencé. Je l'ai emmenée prendre le petit déjeuner, juste toutes les deux, et nous avons parlé de son avenir. Elle voulait suivre des cours de niveau avancé, postuler pour des admissions précoces aux universités, étudier les sciences politiques et changer les systèmes qui ont laissé tomber les gens comme nous. Je lui ai parlé du fait d'avoir 16 ans et d'être enceinte, de la façon dont j'avais tout perdu en un instant que je pensais être un accident. J'ai expliqué honnêtement, en adaptant à son âge, ce que sa grand-mère avait fait. Mélodie a pleuré, non pas pour elle-même, mais pour moi, pour la mère qu'elle apprenait à voir comme une personne à part entière avec un passé volé. Elle a demandé si je regrettais de l'avoir eue, elle et ses frères et sœurs. Je lui ai dit la vérité. Je regrettais la façon dont c'était arrivé, mais je ne pouvais pas les regretter Hux. Ils étaient ni des erreurs, ni des fardeaux, ni des sources de revenus. Ils étaient mes enfants, et je devenais enfin la mère qu'ils méritaient. Nous avons fait un plan ensemble pour son avenir, accès à la contraception, dossier d'université, autonomie totale sur ses choix reproductifs. Briser le cycle signifiait lui donner tout ce que maman m'avait volé. 5 ans après l'arrestation de maman, je me suis inscrite à des cours d'université en ligne, seulement 2 par semestre, tout en travaillant à temps plein et en élevant 5 enfants. Mais je le faisais vraiment. Étudier la technologie vétérinaire, construire une carrière que j'avais choisie. Les enfants m'aidaient à réviser, m'interrogeant sur l'anatomie et les dosages de médicaments. Ils étaient fiers de moi, d'une manière qui me rendait fière de moi-même. Je leur montrais qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves, que le traumatisme ne doit pas définir toute votre vie. Le docteur Kamura a écrit une lettre de recommandation pour un programme de bourse pour les étudiants non traditionnels. Je l'ai obtenu, assez pour couvrir la majeure partie de mes frais de scolarité. Assise dans mon premier cours virtuel, écoutant le professeur parler du bien, être animal et du traitement éthique, j'ai pensé au système de soins et d'abus, à la facilité avec laquelle on peut exploiter les vulnérables quand la société détourne le regard, au fait que briser le silence, même quand cela coûte tout, est la seule façon d'avancer. Maman a été libérée après 8 ans pour bonne conduite. J'ai reçu une notification des services aux victimes et j'ai senti mon estomac se nouer. 8 ans n'étaient pas suffisants, ne le seraient jamais, mais j'avais reconstruit une vie qu'elle ne pouvait pas toucher. Elle avait interdiction de me contacter ou de contacter mes enfants dans le cadre de ces conditions de liberté conditionnelle. J'avais une ordonnance de protection, une protection juridique et un système de soutien. Elle ne pouvait plus nous blesser à moins que je ne la laisse faire. Les premières semaines après sa libération, je sursautais à chaque coup inattendu à la porte, je regardais par-dessus mon épaule dans les parkings, je craignais qu'elle nous trouve. Mais lentement, la terreur s'est dissipée. Elle n'était plus qu'une femme maintenant, seule et sans pouvoir. J'étais une mère avec 5 enfants qui m'aimaient, une carrière que j'étais en train de bâtir, une communauté qui me soutenait, et un avenir que je créais par choix. Elle avait pris mon passé, mais mon présent et mon futur étaient à moi. 6 mois après sa libération, j'ai appris par la famille élargie qu'elle avait déménagé à l'autre bout du pays. Tant mieux. La distance aidait. J'espérais qu'elle avait trouvé une sorte de paix, même si je ne le saurais jamais, et que je ne m'en souciais pas vraiment. Mon énergie était pour mes enfants, et pour moi maintenant, pas pour la femme qui avait essayé de nous détruire tous les deux. 7 ans après être entrée pour la première fois dans le bureau du WIC de Teresa et avoir pleuré au lieu de mentir, ma plus jeune fille, Willow, a commencé la maternelle. J'ai déposé mes 5 enfants à leurs écoles respectives ce matin-là,
de la maternelle au lycée, et je suis allée au travail avec la radio à fond et les vitres baissées, 5 êtres humains individuels, avec leur propre personnalité, luttes, rêves et avenir. Pas des sources de revenus, pas des outils d'exploitation, juste des enfants qui méritaient mieux que ce qu'ils avaient reçu, qui guérissaient, malgré tout, qui m'apprenaient à être humaine à nouveau. J'ai pensé à la fille que j'étais à 16 ans, terrifiée, piégée et convaincue qu'elle n'avait aucune option. J'aurais aimé lui dire que la survie était possible, que l'évasion était réelle, que les enfants qu'elle mettrait au monde dans le traumatisme pourraient encore grandir dans la joie. Mais surtout, j'aurais aimé lui dire qu'elle valait la peine de se battre, même quand cela semblait impossible. 10 ans et 5 enfants plus tard, j'y croyais enfin moi-même. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout.